Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, on a vu comment appliquer la mécanique newtonienne à un problème de balistique. Ici, j'aimerais montrer 3 expériences de balistique. La première est un montage très simple qui permet de réaliser que le mouvement vertical est en un sens indépendant du mouvement horizontal. Donc la projection du mouvement dans la verticale peut, avec des conditions initiales données, avoir la même allure quel que soit le mouvement horizontal, donc dans une direction perpendiculaire. Ensuite, j'aimerais examiner un problème amusant de collision entre deux plots sur une table à air inclinée. Et enfin, on va faire une mesure de G à la verticale, donc dans une chute libre. Je commence avec cette première expérience. Vous voyez ici un dispositif avec 2 balles que je me propose de laisser tomber. Avec ce piston ici qui comprime un ressort et cette vis, je peux relâcher le piston d'un coup qui partira vers la gauche. Donc cette balle aura une vitesse initiale horizontale alors que celle-là ne l'aura pas. En tout cas, idéalement, elle ne l'aura pas. Vous verrez que dans la réalité, il y a une légère vitesse horizontale. Ce qui est important ici, c'est que la vitesse initiale verticale est nulle dans les 2 cas. Et par conséquent, on va avoir le même mouvement vertical. Ça veut dire que le temps de chute, en particulier, sera le même. Regardons cette expérience. Voici le dispositif. Le piston est comprimé, la vis est serrée, il y a 2 balles et on va voir le technicien relâcher le piston. Et je vous invite à écouter les balles quand elles frappent le sol. Maintenant, on le fait au ralenti. Je vous propose de regarder la même expérience sous un autre angle. Encore une fois, prenez garde au son au moment où la balle frappe le sol. Et la même chose au ralenti. On peut s'imaginer reproduire cette expérience pour différentes hauteurs et pour différentes vitesses initiales horizontales. Et on verrait que dans la mesure où la vitesse verticale initiale est la même pour les 2 balles, les temps de chute restent égaux. Je passe maintenant à cette expérience avec une table à air. Vous avez devant vous une table à air. Il faut s'imaginer que les grands côtés sont horizontaux, mais la table est inclinée vers vous. Donc les petits côtés sont inclinés. Vous avez 2 plots sur la table à air. Chaque plot est maintenu en position immobile pour le moment. Et à un certain moment, on va déclencher un mécanisme. Le plot de droite va être simplement relâché et il tombera vers nous. Le plot de gauche est éjecté avec une vitesse initiale donnée. Regardons ce qui se passe. Les 2 plots entrent en collision. On peut voir ça au ralenti. La question que je pose est la suivante. Est-ce que les techniciens ont fait un arrangement particulier? En particulier, est-ce qu'ils ont choisi une vitesse initiale spéciale qui fasse que les 2 plots se rencontrent? Quelle est la condition qui fait que la collision a lieu? Je vous invite à faire une pause et essayer de résoudre le problème par vous-même. Personnellement, j'ai fait comme ceci. J'ai appelé R1 le vecteur qui me donne la position du plot 1, c'est le plot de droite. Et ce plot au temps t égale 0 a une position particulière que j'ai appelée R0. Le plot de gauche a une position qui est donnée par le vecteur R2. Et R2 a une vitesse initiale V0 non nulle, mais on va mettre R2 au temps t égale 0 à l'origine de notre référentiel.
Donc on a ces deux équations horaires. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une collision? Ça veut dire qu'il existe un temps que j'ai noté Tc, une valeur particulière de t, pour laquelle R1 de t et R2 de t sont égaux. C'est la condition que j'ai écrite en dessous, comme ceci. Et avec ces équations horaires, j'en déduis cette formule-là. Que veut dire cette formule pratiquement? Dans l'expérience, cette formule veut dire quoi? Cette formule veut dire que R0 et V0 sont collinéaires. Ça veut dire que, au fond, la vitesse V0 doit viser la position R0 et on a à ce moment-là assuré qu'il existe un temps Tc où les deux plots vont se rencontrer. Si notre analyse est correcte, alors on peut faire l'expérience suivante avec des configurations parfaitement différentes. Ici, vous avez les deux plots qui sont à la même hauteur. Je vous rappelle que la table est inclinée vers vous. Mais la vitesse initiale est telle que le plot de gauche vise le plot de droite. Voyons ce que ça donne. En effet, encore une fois, il y a collision. Voici la vidéo au ralenti. Ça marche. Je vous propose maintenant, pour être sûr qu'on ait bien compris, qu'on maîtrise cette dynamique dans le champ de la pesanteur, je vous propose d'analyser cette expérience dans laquelle on a laissé tomber un plot et en même temps, on a lancé un autre plot dans sa direction. Voyez, ce plot-là part dans la direction du premier. Ils partent en même temps et ils entrent en collision. J'ai indiqué ici des valeurs expérimentales. La table AR sur laquelle l'expérience est faite est inclinée dans ce sens-là. Ce côté-là est horizontal, ce côté-là est incliné. Et disons que la collision a lieu après 3 secondes. Alors, je vous invite à me calculer l'angle d'inclinaison de la table avec les données que vous avez sous les yeux. Je vous propose de faire une pause et d'essayer de voir comment vous pouvez résoudre ce problème. Voilà comment j'aborde le problème. D'abord, je fais un dessin et je veux dessiner ce plan incliné. Alors j'imagine que je vais me donner un système d'axes. Encore une fois, c'est moi qui choisis les axes. Et je vais me donner un axe Z dans la direction de la largeur de la table, donc dans le sens de l'inclinaison. Et je note l'inclinaison ici, voilà une horizontale, voilà mon axe Z, donc la table elle est dans ce plan-là. Voilà l'angle d'inclinaison que je vais appeler alpha. G, c'est ce qui caractérise la pesanteur. Si je devais dessiner l'axe Y, il serait perpendiculaire à Z, il serait ici. Donc, vous avez ce côté qui est perpendiculaire à ce côté, celui-ci à celui-là. Donc, vous retrouvez l'angle alpha là. Et, par conséquent, ici aussi. Vous avez donc, si je projette la force dans la direction, le poids dans la direction de l'axe Z, j'ai une composante de la force dans ce sens-là qui vaut G sinus alpha. Donc, dans le plan, ou si vous voulez, le long de l'axe Z, j'ai un mouvement rectiligne uniformément accéléré avec une accélération qui vaut G sinus alpha opposée au sens de l'axe Z. Avec les formules qu'on a obtenues tout à l'heure, on peut en conclure que 1/2 gt carré fois le sinus alpha, parce qu'ici on n'a plus G, on a G fois sinus alpha, vaut la distance parcourue, où T c'est le temps de parcours des 3 secondes.
Et puis, si on veut aussi calculer la vitesse d'éjection ici, on sait une chose, c'est que la projection dans la direction X, alors attention, si Z est dans ce sens-là, Y s'enfonce dans la table, X est dans le sens du déplacement du plot, de ce plot-là. Et V0X, ça fera V0 fois le cosinus de l'angle que j'ai ici. Ce cosinus, je l'obtiens tout simplement par le fait que j'ai un triangle dont je connais deux cathètes, un de 2 mètres, un de 1 mètre. Je peux en déduire le cosinus. Et quand on fait les calculs, on trouve à peu près cela. L'angle d'inclinaison est de 1 degré. L'angle de tir, l'angle θ de tir, est de 26 degrés. Et le module de la vitesse, à peu près 0,74 mètres par seconde. Voilà une analyse quantitative d'une petite expérience de balistique. Maintenant, on va faire une mesure du facteur G qui caractérise la pesanteur en faisant des mesures sur une chute libre, donc une chute verticale. Nous avons le dispositif que voici. Nous allons faire mesurer le temps de chute pour des distances différentes. Je vous montre une première fois de quoi ça a l'air. Voilà. On a un mécanisme qui permet de lâcher la bille. Je peux vous montrer le détail de ce mécanisme comme ceci. Un système électromagnétique relâche la bille et marque exactement le temps où la chute a commencé. Et maintenant, nous allons faire des mesures de chute pour des distances variées. Alors voici la vidéo dans son entier. Vous regardez une série de mesures, vous avez un display qui vous montre le temps de chute. D'abord pour 0,1 mètre. Maintenant pour 0,5 mètre. Pour 1 mètre. Et pour 1,5 mètre. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre ces données numériques et de les analyser. Vous pouvez faire une pause si vous voulez. Personnellement, j'ai analysé ces mesures en marquant sur une colonne les valeurs de la distance X parcourue en mètres, le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance, et j'ai calculé 2x sur t carré dans la dernière colonne, ce qui doit valoir g, et vous trouvez à peu près 9,8, 9,9. Bien sûr, il y a des erreurs dans la mesure, mais essentiellement, voilà notre mesure de g faite sur quelques distances.